Je vous ai dit que du coup on irait se balader à Paris aujourd'hui parce que, il fait... Là on dirait que le soleil est revenu, quoique, mais on peut pas sortir de toute façon, comme 1 milliard d'habitants sur cette planète à l'heure où je parle, et que du coup ça fait du bien d'aller visiter une des plus belles villes du monde, même sans pouvoir se dégourdir les gambettes. Alors, je vous épargne la musique d'accordéon, le béret et le Marcel avec la baguette sous le bras, mais mettez-vous dans l'ambiance. En tout cas, content que les drapeaux ça t'ait plu. Et donc, on va commencer une visite du cœur historique de Paris avec le parvis de Notre-Dame. Alors, d'ailleurs, ça s'appelle place du parvis de Notre-Dame. Je tirais Jean-Paul II, ou parvis Jean-Paul II, comme la ville de Paris a rendu hommage au pape qui avait été en poste pendant plusieurs années au Vatican, de la fin du XXe siècle jusqu'au début du siècle suivant. Et un bon morceau de fromage aussi. Et donc, on va commencer par cet endroit. Et je n'ai pas commencé cet endroit pour une raison aléatoire. C'est parce qu'il y a quelque chose de très intéressant sur ce point en termes symboliques, en plus de Notre-Dame. Est-ce que vous savez ce qu'on peut trouver sur le parvis de Notre-Dame qui en ferait quelque chose de central dans le pays? Seulement 1 milliard, il me semble que l'Inde est fermée aujourd'hui. À voir. Ouais, c'est ça, William, tu l'as. C'est le kilomètre zéro. En fait, dans la Paladinité de Sylvanas, en fait, sur Notre-Dame, vous avez ce qu'on appelle le kilomètre zéro des routes de France. Alors, c'est très facile pour le voir. C'est en général par là où il y a ma souris. Il est incrusté dans le sol. Et vous avez, en temps normal, enfin, quand la cathédrale est ouverte, avant la tragédie d'avril dernier, vous avez toujours tout un tas de gamins qui essayent de s'agglutiner dessus et de tous marcher au point zéro des routes de France, qui est celui-ci. Et le point zéro des routes de France, c'est pas quelque chose qui est apparu du jour au lendemain. Alors cette version-là date de 1926, qui a été mise après 12 années de délibération, mais c'est quelque chose qui remonte quand même à pas mal d'années, puisque c'est... écoutez, je vais juste essayer de retrouver mes notes, ça pourrait être bien. Puisque c'est, à l'origine, au Moyen-Âge, il y avait devant le portail des évêques de la cathédrale, un poteau qu'on appelait l'échelle de justice, et où les condamnés s'agenouillaient avec la tête et les pieds nus. Ils tenaient un gros cierge, et en fait, ils portaient une double pancarte qui indiquait la nature de leur crime, si c'était un crime, et éventuellement une corde autour du cou, si c'était une condamnation à mort. Attendez, peut-être remettre l'image, ça pourrait être mieux, et... voilà. Donc, donc une corde autour du cou si c'était des condamnés à mort. Et ensuite, on les exposait sur la potence qui était à cet endroit, sur cette échelle de justice, en guise de pilori. Donc le pilori, je vous le rappelle, c'est cet objet, en général c'était un poteau ou une borne, enfin un grand truc auquel on exposait les gens qui avaient été condamnés pour servir d'exemple à la fois pour les uns et pour les autres. Donc durant tout le Moyen-Âge, le truc est resté en fonction, et cette échelle de justice a été remplacée à la fin du XVIIIe siècle, dans les années 1760, par un carcan. Alors je vous rappelle, le carcan, vous le voyez souvent dans les films où il y a un peu de clichés sur le Moyen-Âge, c'est cette espèce de truc où on est comme ça, avec une espèce de coulisse en bois un battant en bois qui vous bloque les deux mains et la tête. Donc c'est remplacé par un carcan, et il est adopté en tant que point zéro par des lettres patentes, qui est l'équivalent d'un décret de Louis XV en 1769, et ça marque officiellement pour la première fois cette borne zéro par une lettre royale juste avant la Révolution, quelques années d'après, en 1786. Donc vous voyez que ça remonte quand même de loin. Et puis finalement, la Révolution va passer, évidemment, et on va discuter pendant une douzaine d'années au niveau de la municipalité de la matérialisation de ce truc sous sa forme actuelle. Bon, ça commence en 1912, la guerre passe par là, donc ça prend un peu de temps, et puis finalement en 1924 et pas en 1926, comme je vous le disais, on va poser cette plaque au sol, celle que vous avez vue juste avant, je vous la remets, et vous voyez qu'elle a souffert un peu de l'usure, et elle sera juste enlevée entre 66 et 72 pour une raison que je vous expliquais hier. Je vous parlais de la construction du parking sous le parvis de Notre-Dame, et ce parking finalement on l'a pas construit comme c'était prévu, puisqu'on a découvert et ordonné ce qu'allait être la crypte archéologique.
Vous voyez également que sur le parvis de Notre-Dame, en plus du point zéro, on a une statue ici, hein, je vais du particulier au général après, c'est une statue de Charlemagne et de ses leudes, et alors contrairement à ce qu'on... je vais voir si on peut avancer éventuellement... Non, il veut pas, bon tant pis. Oui, je suis passé sur Google Maps là-dessus, parce que, pour la simple et bonne raison que sur Google Earth, il y a le parvis qui est en chantier, la cathédrale aussi, et donc on peut pas s'y balader comme ça, donc c'est une vue d'il y a plus d'un an. Faut que je change le jeu auquel je joue. Oui, c'est extrêmement frustrant d'ailleurs de naviguer sur Google Maps. Je crois que le carcan et le pilori, oui, c'est à peu près pareil. Enfin, c'est à peu près pareil, oui. Il n'y a pas le Graal par en dessous par hasard. Non, il n'y a pas ça. Ou comme chez les Worgen d'ailleurs, comme tu le dis. Et bonjour Bionix. Donc cette statue, en fait, a été construite pour l'exposition universelle. Alors je crois que c'est celle de 1900 ou celle d'avant peut-être. Et elle était exposée dans un des pavillons de l'expo universelle, et finalement elle a été démontée, et comme beaucoup des éléments de l'exposition universelle, elle a été répartie dans Paris. Là, vous en avez un peu partout, planqués, disséminés dans les squares parisiens, dans les parcs et autres jardins. Et là, le parvis de Notre-Dame a hérité de cette statue de Charlemagne. Et elle a, si vous la voyez aujourd'hui, c'est qu'elle a survécu à la guerre, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de statues en bronze à Paris qui ont été récupérées pour fondre des armes pour les Allemands. Des armes, des munitions, etc. Et donc elle y a uniquement échappé parce que c'était Charlemagne, et comme vous le savez, Charlemagne est à la fois un symbole pour les Français, mais également pour les Allemands, et dans la geste nazie, évidemment, Charlemagne a une importance particulière, puisque c'est considéré comme un proto-empire allemand, comme un souverain qui avait amorcé l'unité, l'hégémonie culturelle allemande sur le continent, avant que, évidemment, tout ça ne périclite après le Xe siècle, mais c'est pour ça que Charlemagne a réchappé, la statue de Charlemagne en tout cas, a réchappé à la fonte comme beaucoup de statues à Paris. Et bonjour Wolf. Alors, ensuite, une fois, alors là, il y a l'Hôtel-Dieu et la préfecture dont on va parler après. On va parler de Notre-Dame que vous voyez ici, et qui malheureusement est dans un bien triste état, comme vous le voyez là, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a brûlé en mi-avril dernier. Là, vous avez une partie du chantier qui est installée ici, avec les éléments qui ont été récupérés après l'incendie, comme les pierres, les morceaux de la charpente, de la forêt qui avaient brûlé, et tout ça a été récupéré, rassemblé pour être étudié, pour faire tout un tas de mesures scientifiques qui vont aider à la fois à comprendre l'incendie et aider à la restauration en termes de matériaux. Vous voyez que là, si je me mets là, vous avez la toiture et la flèche qui ont complètement disparu. Ne reste que les échafaudages qui avaient commencé à enfin être démontés à la fin, enfin il y a quelques semaines, après beaucoup de retard, pour des questions de contamination au plomb, pour des questions de sécurité et de sécurisation du chantier. Là, la principale étape à venir du chantier, c'est le démontage de cet échafaudage-là, pour être remplacé par un autre qui va couvrir tout ça, pour pouvoir rénover au mieux la cathédrale. Problème, il y a un truc qui s'appelle le coronavirus qui est arrivé entre-temps, et que du coup, c'est encore une nouvelle fois à l'arrêt. Ils sont d'ailleurs... Alors, il y a des gens qui ont pensé que c'était une bonne idée d'aller y faire un tour il n'y a pas longtemps pour aller voler des pierres, et ils se sont fait gauler il y a 1 ou 2 jours. Donc de peau, le chantier est sous surveillance électronique. Écoute, merci pour l'histoire des statues. Donc vous le voyez, c'est quand même un peu... Est-ce que je peux... Voilà, je peux pivoter, je vais quand même vous la montrer. On va passer au chevet de la cathédrale. Vous voyez que les arcs-boutants ont été consolidés par ce genre d'armature en bois, parce que toute la structure de l'édifice a, elle, été fragilisée. Il y a énormément de choses qui ont brûlé. Là, vous ne le voyez pas si vous me suivez. Je crois que je les ai mis sur Instagram, celle-là. Mais si vous me suivez sur Instagram, ou si vous avez la chance d'habiter à Paris ou de vous balader dans cette partie de Paris, vous verrez que tous les vitraux ont été déposés pour la rénovation. Donc on va en profiter pour les rénover, mais également pour les protéger. Le problème, c'est que, et ça, si vous avez suivi l'actu à l'époque, vous le savez, vous le savez, le feu a provoqué d'énormes dégâts, et la pierre qui est utilisée à Notre-Dame est sensible aux variations de température et d'humidité comme beaucoup de pierres. Certains types de pierres le sont plus que d'autres, et effectivement, plutôt que la pierre se dilate ou se rétracte et que ça abîme les vitraux, on a préféré déposer les vitraux, évidemment. Et là, vous avez, attendez, est-ce qu'on va voir une partie du chantier qui est installée tout autour dans le square Jean 23 de la cathédrale. Alors moi, j'avais eu la chance de pouvoir aller, d'y retourner sur un coup de tête je crois, 1 semaine et demie ou 2
avant que ça brûle. Je voulais retourner au sommet des tours et finalement j'ai eu la flemme, je me suis dit j'irai la prochaine fois. Bah écoutez, j'aurais mieux fait de m'écouter sur le coup. En tout cas, Notre-Dame, vous le savez, c'est pas juste une cathédrale, hein. C'est une vieille dame qui a 850 ans, c'est une vieille dame qui est très liée à l'histoire de France, dont la construction a été amorcée au XIIe siècle et finie 2 siècles après. C'est l'évêque Maurice de Sully qui a voulu la construire. Elle a eu, comme beaucoup de chantiers médiévaux, des épisodes de construction chaotiques parce que, évidemment, il y a des pauses, il y a des arrêts, ça dépend du budget, ça dépend de la météo, ça dépend des guerres, ça dépend de tout un tas de choses. Et puis finalement, fin XIVe siècle, la cathédrale est enfin construite. Et la cathédrale, tout au long de son existence, de ses 8 siècles et demi d'existence, n'aura pas connu de... Alors, elle aura morflé, sévèrement morflé, et l'état dans lequel Victor Hugo la trouve au XIXe siècle et quand il écrit Notre-Dame de Paris fait qu'il y a une vraie prise de conscience pour aller rénover Notre-Dame, mais elle n'a pas connu quelque chose en termes de destruction comme l'incendie qui a eu lieu par temps de paix il y a 1 an. C'est pas la cathédrale de Reims par exemple qui avait morflé, ou la cathédrale de Metz aussi qui avait morflé, ou d'autres cathédrales dans le pays. Mais en tout cas, voilà, c'est pas une guerre qui a entraîné la plus grosse destruction des plus gros dégâts sur Notre-Dame, c'est vraiment un incendie dont on attend encore les conclusions, je crois. Et Notre-Dame a été importante pour l'histoire de France parce que dès Louis IX, Saint-Louis y était rentré pour apporter la Sainte Couronne d'épines avant la construction de la Sainte-Chapelle, dont je parlerai après. Et donc la couronne qu'aurait portée Jésus-Christ au moment où il a été mis sur la croix. Donc le Saint-Louis l'avait amené là-dedans. Il y a également Napoléon qui a été couronné sacré empereur là-dedans, qui a cassé la tradition des sacres à Reims des souverains français, qui lui, pour marquer la différence de sa dynastie par rapport aux Bourbons et aux autres monarques, s'est fait sacrer à Notre-Dame de Paris. C'est là qu'en 1944, on a fait donner un magnificat pour la libération de Paris, et c'est là que tout un tas de présidents de la République ont eu leurs funérailles, soit que leur dépouille a été présente ou pas. C'est le cas de Thiers, j'ai dit Thiers hier, mais c'est Adolphe Thiers, c'est le cas de Carnot, c'est le cas de Doumer, c'est le cas de Mitterrand, c'est le cas de Pompidou, Chirac lui a été aux Invalides, mais vraiment et évidemment les cloches de Notre-Dame sonnent pour les événements importants dans la vie de la nation. Donc Notre-Dame est un symbole important de Paris, ça a été un symbole important pour ses raisons historiques, mais pour des raisons beaucoup plus pratiques, puisque c'était un des plus gros édifices de la capitale pendant très longtemps, c'était une des plus hautes cathédrales du monde et d'Europe pendant un moment, c'était le plus haut édifice de Paris jusqu'à la construction des Invalides, si je vous dis pas de bêtises, donc vous voyez que ça a été un grand repère dans la vie des Parisiens. Le pire semble avoir été évité, mais il y a quand même des travaux d'urgence à faire qui sont sans cesse retardés pour des questions de sécurité. On verra si le délai qui avait été donné par le président de la République était de 5 ans intenable. Peu de gens y croyaient de base, vu les retards qu'a pris le chantier pour des questions de sécurité avec le coronavirus, ça semble quand même très peu probable que, en tout cas, elle soit rendue comme elle était avant à ce moment-là, et vraisemblablement, elle sera peut-être ouverte au public, mais c'est pas gagné. En tout cas, l'évêché, lui, aimerait ouvrir une cathédrale en bois temporaire sur le parvis pour que les gens puissent se recueillir une fois que la dépollution du plomb aura été faite. Le problème, c'est que le plomb, il a fondu depuis les toitures, il a coulé un peu partout, il y a eu le vent, il y a eu tout ça. Et donc là, semble-t-il, une des solutions qui aurait été retenue pour que les gens puissent réaccéder à nouveau au parvis et marcher dessus, ça serait recouvrir le parvis avec un genre de résine pour éviter ce genre de pollution. Je m'étends. Je vais juste prendre vos remarques sur Notre-Dame. Je me souviens bien, je voyais l'incendie de chez moi, même de loin, c'était très impressionnant. Moi, pendant des années, je voyais Notre-Dame de ma chambre et même de mon lit. Donc, moi, j'ai pleuré beaucoup. J'ai pleuré toute la nuit quand ça arrivait, hein, d'ailleurs. Donc, c'était une catastrophe, surtout en tant que Parisien, en tant que voisin, parce que c'est toujours mon monument favori. Et parce que, oui, quand on aime l'histoire, l'architecture, le patrimoine, oui, c'est une catastrophe, un truc comme ça. D'ailleurs, vis-à-vis des vitraux qui ont été abîmés, brisés, on sait comment ça va se passer. Je ne sais pas lesquels ont été abîmés ou brisés. Je ne crois pas avoir lu qui en ait été, mais écoute, je ne saurais pas te dire, Noden. À voir. De toute façon, ils vont être restaurés. Et je pense que ce serait seulement des petites pièces à remplacer. Ou, de toute façon, vu les levées de boucliers qu'il y avait eu par rapport à ce qui avait été dit sur Notre-Dame en termes de... On va faire un geste architectural, moderne, enfin c'était fortement sous-entendu. Là, le concours a, semble-t-il, été annulé et on devrait aller, Dieu merci, vers une reconstruction à l'identique.
Après, il faut jamais dire jamais, hein. Ça pose problème parce qu'il y a beaucoup de... C'est quand même, on est en plein centre de Paris. Notre-Dame, c'est 12 à 13 millions de visiteurs par an avant l'incendie. Donc je vous laisse imaginer, c'est l'équivalent de toute l'île de France qui la visite sur un an. Enfin, du Grand Paris, pardon. De l'agglomération parisienne, voilà, disons-le comme ça. Donc il y a énormément d'enjeux économiques aussi. C'est une zone, sous Hollande, il y avait une étude urbanistique et un projet architecture urbain qui avait été rendu, qui était très moderne, qui visait à faire du parvis une espèce de grande plaque de verre pour qu'on voit la crypte en dessous et en gros mettre de la vie, du commerce et de l'économie dedans. Mais qui dit économie dit intérêt privé. Donc il y a des trucs qui ont été assez douteux, qui ont été... et qui peut inspirer beaucoup de personnes, parce que ça incite à la méfiance, comme ce que va devenir l'Hôtel-Dieu dont on va parler après, mais vous voyez que finalement, tout n'est pas fini, rien n'est figé. En tout cas, l'île de la Cité fait partie des... Et vous le voyez là, des grands travaux réalisés par Haussmann et Napoléon III. Elle n'a plus du tout son visage médiéval, elle a beaucoup changé. Ça, c'était dans les années 1860, 1850, mais elle est devenue depuis une cité administrative, parce que sur l'île de la Cité, si vous regardez bien, vous avez Notre-Dame, vous avez l'Hôtel-Dieu, vous avez la préfecture de police, le tribunal de commerce, le palais de justice, et en fait des maisons, vous en avez là et là. Et il y a le jardin ici, et le mémorial de la déportation. Mais autant vous dire que effectivement, c'est pas un coin c'est un coin qui est ultra touristique, mais c'est pas un coin qui vit. Donc reste à savoir comment tout ça va être réaménagé en tout cas. Notre-Dame doit être le monument le plus ancien encore actif, non? Alors, non, tu as tout un tas de monuments romains qui sont verts. On parlait des arènes de Lutèce hier, à Paris et comme dans le reste de la France. Donc, tout dépend de ce que tu appelles un monument encore ancien. Est-ce que c'est un monument qui a toujours son activité de base qui est prévue ou des choses comme ça? Mais en tout cas, oui, c'est 850 ans, c'est un beau bébé, en tout cas en termes d'âge. Écoute, moi aussi, j'espère qu'elle va être reconstruite à l'identique sans Sandjaj. Ma fac est spécialisée dans l'histoire religieuse. Certains de nos profs, principalement de médiévistes, en ont pleuré pendant des semaines. Oui, bah moi, à chaque fois que je vois les images, oui, ça me remue un peu. En tout cas, je vais vous parler de Notre-Dame, je vais vous parler du bâtiment qui est en face, qui est la préfecture de police, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois, comme vous n'étiez pas sans savoir qu'on parlait régulièrement des opérations de maintien de l'ordre à Paris, notamment pour les gilets jaunes, enfin pour les événements liés aux gilets jaunes. Et la préfecture de police a été sous le devant de la scène, mais la préfecture de police, alors c'est une institution évidemment, hein, c'est elle qui dirige le dispositif de sécurité intérieure à Paris, mais pas que, hein, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. Elle a la charge de l'ordre public qu'elle peut faire respecter avec les policiers, avec les gendarmes et avec les CRS. Et elle doit animer tout le dispositif de sécurité intérieure qui a lieu dans ces zones-là. Mais elle ne fait pas que du maintien de l'ordre, la préfecture de police, puisqu'elle délivre également les titres, alors c'est soit les titres d'identité, les naturalisations, les permis de conduire, les certificats d'immatriculation. Et elle fait la police des débits de boissons, par exemple. Hein, donc c'est eux qui vont contrôler si vous avez la bonne licence pour vendre de l'alcool, par exemple. Elle gère les services vétérinaires ou encore la répression des fraudes. Donc vous voyez que c'est pas non plus c'est pas que du maintien de l'ordre, la préfecture de police. Et le bâtiment que vous voyez là, en fait, c'est un bâtiment qui date du 19e, qui a été construit dans un style néo-florentin et qui, à la base, était une caserne. C'est une caserne qui a été occupée après 1871. Vous savez que c'est la commune de Paris en 1871. Un certain nombre d'édifices de Paris ont été incendiés par les communards, dont la préfecture de police d'alors. Il a donc fallu reloger la préfecture de police dans un nouveau bâtiment. Et elle a été relogée dans cette caserne qui accueillait l'état-major de la garde de Paris et qui a été construite par Haussmann au 19e, et qui s'est élevé à la place de l'église Saint-Éloi et du couvent des Barnabites. Donc hier, on parlait beaucoup de l'héritage médiéval de Paris. Vous voyez que là aussi, c'était très présent. Le 19e, on a rasé beaucoup d'anciennes églises, on a construit des nouvelles, mais on a rasé beaucoup à Paris d'anciens édifices religieux pour des questions d'urbanisme. Et finalement, après s'y être installé en 1871, la préfecture va entièrement prendre possession du bâtiment en 1929, après que la garde républicaine, qui avait succédé à la garde nationale, en soit partie. Donc finalement, d'une solution temporaire, c'est devenu quelque chose de définitif.
Anecdote marrante. Alors, ça se dit plus trop, enfin moi ça se disait à mon époque, mais il y a beaucoup de mots d'argot pour désigner les policiers, les flics, les condés. Et il y a également le terme les poulets. Et les poulets vient de ce bâtiment puisque la caserne avait été construite à l'emplacement de l'ancien marché aux volailles. C'est pour ça qu'en France on appelle les flics les poulets. Voilà, vous partirez moins bête aujourd'hui. Et donc ça c'était ce qu'on pouvait dire pour la préfecture. Évidemment tout ça... toute cette partie construite par Haussmann a été faite au détriment de tout le lacis des rues médiévales. Et il y a beaucoup, évidemment, d'habitations qui ont été détruites, il y a beaucoup d'emplacements religieux, et il y a également un bâtiment qui est très lié à l'histoire parisienne, puisque c'est son plus ancien hôpital, c'est l'Hôtel-Dieu que vous avez là, qui a lui aussi été construit à la fin du 19e, mais qui à l'origine se trouvait en face ici, et même qui s'étendait de l'autre côté de la Seine là. Écoutez, je vais essayer de vous trouver une photo. Donc là, vous voyez l'hôtel de ville tel qu'il a été construit au 19e. Et au premier plan, vous avez les quais sur lesquels reposait l'ancien bâtiment qui a été détruit. Et dans le fond, le nouveau bâtiment qui finissait d'être construit. L'Hôtel-Dieu, est une très vieille institution puisque... Attendez, je vais vous remettre l'image. Non, c'est pas ça. On va y arriver. Non, quand ça veut pas, ça veut... Voilà, on va y arriver. C'est une des plus vieilles institutions parisiennes, puisque celui qu'on a actuellement est construit de 1867 à 1878. Mais le plus ancien hôpital de la capitale a été créé en fait en 651. Donc il est beaucoup plus vieux que Notre-Dame déjà. Et c'est l'évêque parisien Saint-Landry qui en avait entrepris la construction. Et il a été le symbole de la charité et de l'hospitalité pendant des siècles. Alors le bâtiment actuel n'est que le énième avatar de cette institution, qui était modeste à l'origine. L'ancien Hôtel-Dieu qui est construit du 7e au 17e siècle, et qui a été agrandi au fur et à mesure, occupé donc le côté sud du parvis. Il s'est étendu sur la rive gauche, comme je vous disais, de l'autre côté de la Seine, et ces deux parties de l'Hôtel-Dieu ont même été reliées par un pont qui n'existe plus, qui est le pont au double qui reliait les deux bâtiments. Évidemment, Haussmann et Napoléon passent par là. L'Hôtel-Dieu est beaucoup plus petit, il est sous-dimensionné. Napoléon veut un hôpital moderne, c'est tout le maître mot des rénovations napoléoniennes et haussmanniennes, c'est de moderniser la capitale. Et c'est toutes les conceptions hygiénistes de l'époque, et l'hygiène, ça passe également par les hôpitaux. D'où le fait que vous ayez cet immense hôpital en plein cœur de Paris. Donc il est resté depuis la fin du 19e, lui il a pas trop souffert, il est tombé quand même pas mal en décrépitude, quand vous le voyez, alors il y a un truc qui est amusant quand on est parisien, c'est le panorama, non c'est l'Hôtel-Dieu. Si vous voyez cette photo de l'Hôtel-Dieu, ça fait bizarre si vous êtes parisien, parce que la façade, comme l'a été longtemps Notre-Dame, est toute noire, un peu comme ce que vous avez en bas de l'image. Aujourd'hui, parce que en fait, clairement, on manque de budget pour les hôpitaux. Et évidemment, si vous aviez du budget à mettre dans les hôpitaux, vous ne le mettriez clairement pas pour des ravalements de façade. Là, en tout cas, même s'il poursuit sa mission hospitalière, il est prévu dans le cadre du réaménagement de l'Hôtel-Dieu qui est fait entre la PHP, donc hôpitaux publics, assistance publique, hôpitaux de Paris, qu'un tiers de la surface soit consacré à l'accueil de commerce ou d'incubateurs d'entreprises qui sont liés au secteur de la santé. Ça a beaucoup fait polémique, ça a beaucoup fait débat, ça a beaucoup fait scandale. Vous savez à quel point la situation du corps médical est compliquée en ce moment en France, et ça fait depuis un moment que les gens de l'Hôtel-Dieu s'en plaignent, et ce qui fait qu'il y a tout un tas de services qui ont déménagé de l'Hôtel-Dieu, comme les urgences ophtalmologiques par exemple, mais comme d'autres, pour aller dans d'autres hôpitaux. Mais voilà, il avait été même question un temps de le fermer. Finalement, l'activité hospitalière va rester, mais comme quoi, c'était pas gagné. Alors, du coup, c'est sûrement le plus beau poulailler de France et de Navarre maintenant, la préfecture. Oui, alors, je te laisse l'entière responsabilité de cette affirmation. Alors, écoutez, on va maintenant rejoindre Attendez, on va essayer d'y aller à pied, on va essayer d'y aller à pattes. Il reste rien de l'Hôtel-Dieu d'avant. Non, écoute, il ne reste rien, a priori. Vous voyez l'Hôtel-Dieu de près, si vous n'êtes pas familier avec Paris. Et donc, vous voyez, l'architecture, on est quand même... on est dans le... Alors, ça fait très... avec des voûtes à la romaine, hein, c'est du néoclassique.
Et ça s'intègre dans un environnement qui est assez monumental, l'île de la Cité. Là, on va passer derrière la préfet. Alors, on va voir si on peut passer par là. Je doute que ce soit possible vu que c'est piéton. Mais en fait, voilà. Ici, on va se mettre là avant de bouger un peu. Donc là, vous voyez, on est sur la place Lépine, qui tient son nom du préfet de la Seine, qui a donné son nom au fameux concours, et qui... c'est cette place, vous trouvez plusieurs choses. Alors, elle donne sur l'Hôtel-Dieu, elle donne sur la préfecture de police, là qui est à l'angle, l'ancienne caserne de la Cité quand c'était à l'époque de sa construction, le marché aux fleurs qui est là, que vous avez ici, hein, qui tient bon, alors contrairement au marché aux animaux qui de l'autre côté a disparu, enfin quasiment disparu, le tribunal de commerce dont vous voyez le début du dôme dont on va parler après, le palais de justice qui est l'ancien palais royal, et la flèche de la Sainte-Chapelle, et c'est là qu'on va aller. Alors attendez, hop, si ça marche. Alors, d'ailleurs, chose marrante, cette rue s'appelait la rue de Constantine auparavant, et avec les aménagements du 19e, la rue a été détruite, et la rue de Constantine existe toujours, mais celle-ci est près des Invalides maintenant, donc la rue a déménagé. Alors écoutez, on va juste passer, allez, on va se la jouer comme ça. Alors, c'est bien fait. Alors. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Hein. Alors, le palais de justice, bon, évidemment, la vue est merdique, donc on va repasser en vue 3D. Alors, le palais de justice, c'est très... Oula. Et un bâtiment très intéressant à bien des égards, puisqu'il est historiquement assez ancien. C'est l'ancien palais des rois de France, avant le Louvre. Et en fait, là, vous avez la cour de mai, qui était l'entrée principale du palais de justice à l'époque des Capétiens, par exemple. D'où vient le nom de Paris? J'ai répondu hier. Review, ça vient de Parisie, qui est le peuple gaulois qui vivait ici à l'époque, avant l'époque romaine. Et donc le palais de justice occupe tout ceci de base. Le palais de justice, j'en parle après, mais il nous reste quelques survivances du palais royal des rois de France, dont la Sainte-Chapelle, qui est un bâtiment qui est extrêmement particulier, qui est unique au monde, qui a été rénové au 19... Attendez, je vais essayer de trouver une vue un peu sympa. Voilà, on va se mettre comme ça. Qui est un bâtiment qui a été édifié à la demande de Saint-Louis pour abriter une relique extrêmement précieuse pour les chrétiens, qui est la Sainte Couronne, donc celle que portait Jésus sur la croix, la Sainte Couronne d'épines, c'était le symbole d'une époque, le Moyen-Âge, où on vénérait les reliques. Donc vous savez, les reliques, c'était ces morceaux de saints ou d'objets qui étaient en lien avec toute l'histoire chrétienne, et il y avait évidemment des reliques qui allaient du petit doigt du saint local jusqu'au morceau de la vraie croix ou à la Sainte Couronne d'épines. Donc ça, il y avait vraiment de tout, et ces reliques étaient vénérées, et on leur prêtait des vertus de guérison, de miracles, etc., etc. Donc il faut vraiment vous placer dans le contexte de l'époque. C'est quelque chose de fondamental dans la culture médiévale, enfin une partie de la culture médiévale en tout cas, ces reliques, et c'est pour ça que Saint-Louis, non seulement va faire construire ce magnifique bâtiment pour abriter le morceau de la vraie croix, mais aussi d'autres reliques de la Passion comme la Sainte Couronne d'épines. Mais c'est aussi, ça explique pourquoi Saint-Louis débourse des sommes astronomiques. Enfin, c'est des parts importantes du budget de l'État, enfin de ce qu'est l'État à l'époque, qui sont investis là-dedans. C'est comme si aujourd'hui, on dépensait plusieurs centaines de millions, voire des milliards pour acheter ça. Mais c'était quelque chose de fondamental, c'était pas une lubie. Parce qu'autant vous dire que, a priori, jusqu'à preuve du contraire, Jésus a été crucifié en Terre Sainte. La Terre Sainte, elle est quand même loin d'île de la Cité. Et donc, il fallait les acheter, ces reliques. Et ces reliques étaient en général détenues par des marchands vénitiens ou d'autres coins, ou byzantins, ou enfin en tout cas de la Méditerranée orientale, et il y avait autant des vraies reliques quand c'était traçable, pour d'autres, parce que ça paraît quand même compliqué d'assurer la traçabilité de quelque chose comme la Sainte Couronne d'épines ou d'autres reliques, il y avait aussi beaucoup d'escrocs qui essayaient de vendre des choses à prix d'or à des gens ou qui étaient crédules ou qui voulaient tellement y croire qui finalement se voilaient la face. En tout cas, il y a un vrai commerce des reliques à l'époque médiévale, et Saint-Louis, Louis IX, va lui
qui est parti en croisade, hein, mais qui est un roi extrêmement mystique, qui est un roi qui est extrêmement versé dans la religion. Alors il y a énormément d'anecdotes sur la religiosité de Saint-Louis. C'est quelqu'un qui s'infligeait des supplices physiques. C'est quelqu'un qui, pour ne pas ressentir de plaisir en mangeant, versait de l'eau sous sa nourriture. Enfin, ça vous donne quand même une idée des comportements de Saint-Louis à certaines périodes de sa vie, en tout cas. Merci pour la remarque, tout se comprend. Et donc, Saint-Louis, lui, pour le prestige, la grandeur, la richesse et la bénédiction de son royaume, va faire l'acquisition de tout un tas de reliques de la Passion, et il va faire construire en 7 années seulement la Sainte-Chapelle, qui est en fait une vaste châsse qui est presque entièrement vitrée, qui est extrêmement élégante. Vous allez à l'intérieur, et on va essayer de trouver alors, je vais essayer de rentrer. Est-ce qu'on peut rentrer dedans? On va essayer de voir, parce que là il faut la voir de l'intérieur, la Sainte-Chapelle. Ah, attendez, hop. Alors bon, c'est pas grave, on va ruser. Alors on va ruser. Sainte-Chapelle. Voilà. Donc la Sainte-Chapelle, vous le voyez, c'est un écrin, c'est vraiment un écrin de verre et de vitraux qui est majestueux, qui ne... Alors, pourquoi il ne veut... Bon, attendez, on va la faire autrement. Hop. J'ai été trop optimiste. Voilà, vous avez une idée de ce à quoi peut... Ah. Alors, il veut pas. Ça, c'est les aléas du direct. Bon, on va la jouer autrement. C'est pas grave. Hein, c'est à moitié artisanal. Vous ne m'en voudrez pas. Image. Et taille grande image. Voilà, ça devrait être mieux. Et voilà, on va se mettre comme ça. Ça sera beaucoup plus pratique pour vous. Donc, c'est voilà, c'est une châsse, donc un reliquaire, si vous voulez, qui est quasiment vitré. Enfin, vous avez des centaines et des centaines de vitraux à l'intérieur, et vous voyez que c'est extrêmement élégant, c'est du gothique flamboyant, donc il n'y a pas toutes ces prises d'appui extrêmement massives à l'intérieur du bâtiment. Là, ça aéré, et du coup, on peut faire passer la lumière. Ça, c'est les grandes innovations architecturales qui sont notamment présentes à Notre-Dame de Paris, dont on a parlé juste avant, mais qui permettent de faire beaucoup plus rentrer la lumière, parce que l'église, ou la chapelle, ou la cathédrale, enfin, le lieu de culte est la maison de Dieu, et doit nous aider à nous rapprocher de Dieu et du ciel quand on y va. Et donc, c'est là vraiment tout l'enjeu de ce genre d'architecture-là. Donc elle est construite en à peu près 7 ans, et elle va évidemment faire appel à tout un tas de corps de métier pour être construite, et elle fait notamment appel à la sculpture, à la peinture et à l'art du vitrail pour être ornée, puisque mais du coup ça tombe bien, puisque les reliques aujourd'hui ne sont plus à la Sainte-Chapelle. Elle a été vidée de son sens et de son utilité, mais il reste toujours les immenses vitraux qui sont la raison pour laquelle on visite la Sainte-Chapelle. Et d'autant qu'elle est aujourd'hui dans un ensemble qui est le palais de justice, qui n'a pas été... Si vous voulez, le palais de justice a grignoté tout autour de la Sainte-Chapelle, et après la Révolution d'ailleurs, elle a été sécularisée, elle a été fermée au culte en 1790. En 1797, elle est transformée en dépôt d'archives pour le palais de justice, et l'extension du tribunal fait qu'elle a été à 2 doigts de... son existence a été menacée de près. Finalement, en 1836, on décide de la sauver sous pression de l'opinion publique, et elle va être rénovée pendant 26 ans pour avoir l'apparence actuelle, même si les vitraux ont été rénovés il y a quelques années récemment. Elle va être classée monument historique, mais finalement, elle a réussi à survivre à tout ça. Bien qu'elle ait perdu sa vocation première, bien qu'elle soit aujourd'hui insérée dans un espèce d'ensemble architectural qui est assez divers, parce que vous avez d'un côté la conciergerie, qui est un musée, le tribunal de Paris, qui était toujours en activité, avec, quand je dis le tribunal, soit sens large, avec les différentes cours et les différentes chambres, et vous avez également la Sainte-Chapelle qui est là-dedans. Donc vous voyez qu'elle est insérée dans un tissu urbain qui est quand même assez... quand vous la voyez... C'est vraiment, elle est posée au milieu de nulle part, quoi. Presque, je vais vous dire, c'est genre on l'a foutu là dans un coin. Or non, la chapelle est là depuis les débuts, depuis que le palais de justice était le palais royal, et c'est finalement tout le reste qui s'est développé autour en fonction. Mais quand vous allez la visiter, effectivement, vous traversez un parking un peu tristoun, c'est pas glamour du tout, quoi. Et malheureusement, en tout cas, la chapelle
est dans cet écrin-là, mais elle a survécu, ce qui n'a pas été le cas de beaucoup de monuments du patrimoine parisien. Alors, du coup, là, on va changer d'angle de vue et on va parler du palais de justice, donc qui est un des autres éléments de cet ensemble architectural. Je vais boire et vous laisser un peu la parole quelques secondes, le temps de me reposer. Du coup, la Sainte Couronne dedans, c'est la vraie ou on n'est pas sûr? Ça, c'est tout le problème des reliques. Il y a l'objet et il y a la symbolique qu'on accorde à l'objet déjà. Quand bien même il serait faux, si les gens arrivent tellement à se convaincre qu'il y a des effets de guérison, de choses comme ça, l'objet en question a des pouvoirs. Mais après, historiquement, ça c'est un autre débat. Est-ce que c'est la vraie couronne du Christ? C'est sans vouloir offenser personne. J'ai de forts doutes quand même qu'on ait pu conserver un tel objet comme ça. Au fil des siècles, elle existe toujours, hein, elle est toujours dans son reliquaire, elle a été sauvée du trésor de Notre-Dame là, pendant l'incendie, et là je crois qu'aujourd'hui elle est dans un coffre-fort au Louvre, elle avait été dans un coffre-fort à l'Hôtel de Ville dans un premier temps, et puis je crois qu'elle est dans un coffre-fort au Louvre maintenant, elle existe toujours, on pourrait faire des tests évidemment, on pourrait essayer de dater au carbone 14 avec tout le genre de limites qu'il pourrait y avoir, mais comme ça avait été fait avec le Saint-Suaire de Turin qui avait été daté au carbone 14, on s'était rendu compte qu'il avait plusieurs siècles de plus que le Saint-Suaire qui aurait été celui de Jésus-Christ. Donc c'est compliqué. Est-ce qu'on est sûr que c'est les vraies reliques ou pas? Finalement, la question ne se pose pas. L'Église, je pense pas, quand je dis l'Église, c'est même les institutions qui possèdent ces reliques localement n'ont pas intérêt à faire ce genre de recherche, et les fidèles aussi. C'est comme toute religion, il y a un côté fiction collective auquel on doit adhérer. Hein. Dans une religion, il y a la partie la foi, c'est le rapport entre chacun et Dieu, alors, selon la religion. Il y a des religions pour qui la foi passe aussi par la pratique, c'est de l'orthopraxie, faire c'est croire, et il y a également toute une histoire racontée par les religions, qui ont été racontées au fil des siècles. Et par exemple, quand vous faites quand vous vous quand vous intéressez à tous les événements historiques qui sont racontés dans la Bible, et vous les comparez à ce qui a été fait en vrai, ce qui est arrivé en vrai à l'histoire, effectivement, vous trouvez des similitudes, et vous trouvez des choses qui ont changé, ou alors vous trouvez des choses qui, elles, sont beaucoup plus discutables, mais on vous dira qu'il faut y voir un côté symbolique. Je ne suis pas théologien, j'ai arrêté mon catéchisme assez jeune, donc je vous livre vraiment mon point de vue, hein, mais c'est vraiment, faut vraiment que vous mettiez dans l'idée que voilà, il y a les siècles qui sont passés par là avec leur vernis, que ce soit des maladresses, des oublis ou des questions de point de vue, voire des malhonnêtetés dans certains cas, mais ou des erreurs, par exemple. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a un certain nombre d'erreurs dans la Bible qui sont dues au fait que les moines copistes avaient recopié avec des fautes ou des choses comme ça. Donc vous voyez que c'est là que l'histoire intervient, il y a toujours des précautions à prendre, et c'est ça qui est vraiment le plus important. En tout cas, les reliques auxquelles on accorde ce pouvoir guérisseur ou cette dimension sacrée gardent leur dimension sacrée parce que les gens les considèrent comme telles. Alors... Ah bah écoute, merci Anori pour la gentille remarque sur le stream. Oui, c'est pas très mystique comme cadre. Bonjour Rorschach et bonjour aux arrivants. Donc pas d'autres questions là-dessus. Alors, je vais vous parler du palais de justice. C'est le palais de la Cité, l'ancien palais de la Cité, qui était la résidence du pouvoir des rois en France du 10e au 14e siècle. Du 10e au 14e siècle environ, et qui était resté aussi le siège d'une des principales cours de justice, et qui l'est resté jusqu'à nos jours encore. Il est sur l'île de la Cité, comme vous l'avez vu, et en fait, il va être abandonné. Il va être abandonné dès Charles V, dit le Sage, qui est le premier des Valois, qui succède aux Capétiens. Alors si la période vous intéresse, je ne saurais que trop vous recommander la saga de Maurice Druon qui s'appelle Les Rois Maudits, qui a inspiré Game of Thrones, qui se lit, mais j'allais dire qui se lit comme un roman. Oui, c'est un roman, donc, mais extrêmement bien écrit en tout cas. Et vous aurez tout le loisir de découvrir le lieu comme il était à l'époque médiévale. Mais en tout cas, le roi part et du coup, il faut lui trouver une occupation. Il va en partie, donc il va rester tribunal, il va être le siège
le siège du Parlement de Paris. Donc le Parlement, dans ce sens historique-là, c'est pas une assemblée législative, c'est une cour de justice, c'est un organe judiciaire, le Parlement, à cette époque. Et donc il va servir de Parlement, il va également faire office de prison, notamment la conciergerie, qui occupait le rez-de-chaussée du bâtiment. Alors la conciergerie, si je vous montre exactement, la conciergerie, c'est cette partie qui occupe le bas, tandis que le haut du bâtiment, lui, était occupé par le Parlement. La prison, qui, elle, était restée là un moment et qui avait été active pendant la Révolution, était tristement célèbre parce qu'on la voyait comme l'antichambre de la mort, hein, il y avait peu de chances d'y réchapper, notamment sans doute sa plus illustre et son occupante la plus connue, qui a été la reine Marie-Antoinette, qui a été emprisonnée en 1793 avant d'être guillotinée. D'ailleurs, je ne saurais que trop vous conseiller, si vous avez l'occasion d'aller à Paris ou si vous y habitez, une fois que tous les événements extérieurs seront achevés, d'aller visiter la Sainte-Chapelle et d'aller visiter la conciergerie. C'est extrêmement intéressant. C'est une partie assez méconnue de l'histoire de Paris, qui est l'histoire médiévale. En général, on va se concentrer sur des choses beaucoup plus contemporaines, mais je ne saurais que trop vous y inviter. D'ailleurs, à la conciergerie, vous avez des tablettes numériques qui vous permettent de voir les lieux en réalité augmentée à différentes époques. C'est très intéressant. Donc, si vous avez l'occasion, allez-y. En tout cas, le bâtiment est resté palais de justice, agrandi au fur et à mesure des siècles. Il l'est encore aujourd'hui, même si le gros des activités a déménagé dans le nouveau tribunal de Paris, qui lui est situé, écoutez, je vais vous montrer, c'est l'architecte de Beaubourg d'ailleurs qu'on voit là, qui l'a construit, c'est au Batignolles, voilà. Alors, est-ce qu'on le voit ici? Est-ce que, non, c'est peut-être un peu trop, voilà, il est là. Le nouveau palais de justice de Paris. Alors le quartier en plein réaménagement, ça rejoint ce que je vous disais hier, mais il ressemble à ça. Alors, je ne suis pas sûr que Sa Majesté traverse les siècles ou qu'il soit aussi solide que le précédent, mais voilà, en tout cas d'un point de vue fonctionnel, c'est quand même beaucoup mieux pour le personnel de la justice d'imaginer que cet endroit trop exigu qui était au centre de Paris. Après, il y a des avantages comme des inconvénients. En termes de transport, c'est pas tout à fait ça. La station de métro est encore en construction. En termes aussi de centralité, c'est pas ça du tout. Il y a également des écueils qui sont liés aux nouveaux travaux, mais voilà, au moins il y a plus de place et la justice a moyen de faire un peu plus facilement son travail là-dedans, même si c'est pas gagné vu les problèmes qu'a la justice en France. Le fameux Jacques de Molay, oui. Les Templiers. Tiens, d'ailleurs, on va faire une excursion, mais les Templiers, parce que vous le savez, c'est ce qui est raconté par Maurice Druon, c'est la malédiction des Templiers que Philippe le Bel fait brûler entre autres, pour remplir les caisses du royaume, et qui sont brûlés ici. Et on dit que le grand maître des Templiers aurait maudit les derniers Capétiens sur son bûcher, effectivement. C'est pour ça que la saga de Maurice Druon s'appelle Les Rois Maudits. C'est parce qu'il y a tout un tas d'événements tragiques qui vont survenir. Et d'une lignée qui n'avait que des héritiers mâles et qui était résistante et dont le pays dirigeait l'Europe, il y a un certain nombre d'événements tragiques qui vont arriver et qui vont finalement flinguer tout un tas de cet héritage à cause des malheurs qui vont s'abattre sur la France. Mais je vous renvoie vraiment au Roi Maudit là-dessus. Alors, palais de justice. Donc, on était au palais de justice. Et est-ce que vous avez des questions ? Non. Alors, écoutez, on va continuer. Alors, vous voyez qu'en face de l'ensemble du palais de justice, vous avez un bâtiment qui est ici, qui est le tribunal de commerce. Un bâtiment d'ailleurs, ça ne vous échappera pas, où le dôme est excentré, je vais en parler juste après, et qui est dans le prolongement du boulevard de Sébastopol, de la place du Châtelet dont on va parler après, et qui débouche là. Alors, le tribunal de commerce, c'est le tribunal qui gère les affaires commerciales, où les pères jugent des pères jugent leurs pères. Hop, je vais quand même vous mettre une vue un peu plus glamour. Même si avec la proximité des arbres, c'est pas non plus évident. Hop.
Donc le palais de justice, que vous disais-je, le tribunal de commerce, pardon, il a été construit sur une partie où on avait déjà détruit une ancienne église pour construire un lieu de spectacle, et évidemment, ce lieu de spectacle va être détruit pour laisser la place au futur tribunal de commerce. Il est intéressant parce que c'est un bon représentant du style Second Empire déjà, parce que le bâtiment est joli. Si vous avez, moi je l'ai visité pour les journées du patrimoine avec un conférencier absolument passionnant. Si vous avez l'occasion, ça vaut vraiment le coup d'aller voir ça, parce qu'a priori il y a peu de raisons d'aller au palais de justice dans la vie de tous les jours, donc profitez-en pendant les journées du patrimoine. Et le palais de justice a cette particularité avec la coupole, à cette coupole et cet emplacement pour deux raisons. Et en fait, ça fera le gros du récit sur ce bâtiment-là, c'est que, en fait, les gens avaient beaucoup critiqué la coupole à l'époque, parce qu'on est en plein cœur de Paris déjà, et puis il y a toujours des querelles entre des anciens et des nouveaux, des querelles de style, mais elle a été voulue par Napoléon III. D'une part parce que ça lui rappelait ça lui rappelait une période où il avait gagné une bataille à Solferino, je crois, et c'était une église qui voyait, ça lui rappelle ça devait lui rappeler la coupole d'une église qui voyait au moment où il attendait les résultats de la bataille qui avait été gagnée. Donc c'était sa volonté d'avoir une coupole là qui rappelait également cette bataille. Le souvenir de cette bataille. Ensuite, elle est excentrée, comme vous l'avez vu. Elle n'est pas au centre du bâtiment, elle est légèrement déportée sur le côté. Et ça, c'est une volonté du baron Haussmann, pour le coup, puisque quand Haussmann crée les boulevards parisiens, il veut que chaque boulevard soit terminé par un bâtiment qui soit reconnaissable. Et donc, il a exigé de l'architecte que il aligne la coupole avec le boulevard de Sébastopol qui est rénové. Et effectivement, vous voyez le prolongement, c'est le boulevard de Sébastopol qui est là, qui débouche ici et qui arrive pile sur la coupole. C'est pour ça que la coupole est dans l'axe du boulevard de Sébastopol et pas au centre du bâtiment, comme le voudrait la symétrie. Tout simplement. Eh bien, écoute, merci Nokao. Heureux que ça te plaise. L'église à la place de spectacle, la tribunal de commerce, logique. Oh, il y a plein de... L'histoire est pleine d'ironie du sort, souvent comme ça. Alors, bah, écoutez, on a fini notre... Alors là, écoutez, on va essayer de se balader quand même. Parce que depuis tout à l'heure, je vous le fais à vol d'oiseau en 3D, mais l'idée, c'est quand même de voir un peu Paris. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Non, je suis vraiment pas doué pour naviguer sur ce truc. Non. Alors, il n'a pas l'air de... Il a pas... Bon, bah écoutez, on va rester en vue 3D, c'est pas grave. Alors... Après, c'est un genre. C'est comme si vous aviez l'histoire de Paris en maquette. Alors, l'endroit où on va arriver à présent est un endroit extrêmement connu des Parisiens pour des questions de transport, qui est la place du Châtelet, que vous avez ici. Hop, écoutez, hop, on va se mettre... Alors, est-ce que... Voilà. La place du Châtelet que vous avez ici. Alors, pourquoi elle s'appelle comme ça, déjà, la place du Châtelet? Est-ce que vous avez une idée? Ah, je ne suis pas en mode Street View, c'est marqué en haut à gauche. Oui, photosphère. Mais moi, je voulais être en mode Street View, c'est ça qui est... Alors, pendant que vous cherchez l'idée, la possible origine du nom du Châtelet, Hop. J'aurai peut-être plus de chance ici. Ah, voilà, c'est bon. Il y avait un petit château. Oui, alors c'est presque ça. En fait, elle a été construite à l'emplacement, cette place, à l'emplacement du Grand Châtelet. Donc s'il y a un Grand Châtelet, c'est aussi un petit Châtelet, qui était une ancienne forteresse, qui avait servi de prison et de tribunal sous l'Ancien Régime, et qui a été détruite sous le règne de Napoléon Ier. Du coup, en détruisant, en créant la place, on a détruit la forteresse, mais également plusieurs rues qui ont disparu. Il y a en son centre, comme vous le voyez, une fontaine qui commémore les victoires de Napoléon, hein, c'est la fontaine du Palmier, et qui est placée au milieu de la place. La place a d'ailleurs... Excusez-moi. La place a été agrandie ensuite sous Napoléon III, hein, le neveu de Napoléon Ier, en 1854, puisque avec toutes les transformations haussmanniennes, et a continué à absorber d'autres rues, et du coup, comme la place a agrandi, la fontaine est un peu décalée, donc il a fallu la déplacer de 12 mètres vers l'ouest.
Ça, c'est l'histoire de la place. Après, la place, comme je vous le disais, elle était à l'emplacement du Châtelet, qui était le Grand Châtelet. C'est une forteresse qui a été édifiée par Louis VI le Gros, hein, salutation normande, si tu nous regardes, au XIe et XIIe siècle, sur ce côté de la Seine, et où débouchait la rue Saint-Denis, donc qui est la rue à gauche, qui est là. Elle abritait donc le siège de la police, des cachots, et elle a abrité également la première morgue de la capitale. Dès le IXe siècle, en fait, pourquoi elle était là? C'est parce que l'accès à l'île de la Cité se faisait par des ponts qui reliaient l'île à la rive droite et à la rive gauche, et qui étaient protégés par deux châtelets qui étaient d'abord en bois puis en pierre. Le grand châtelet qui est au nord et le petit qui pour protéger l'accès au pont, ce qu'on appelait le grand pont à l'époque, qui est devenu le pont en change, et le petit châtelet au sud qui pour protéger l'accès au petit pont. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on a cette place-là. Elle est également très connue des Parisiens parce que c'est un des nœuds de communication les plus importantes entre l'échange métro, RER, bus, et elle est en plein cœur de Paris, et c'est essentiellement pour ça qu'on la connaît aujourd'hui. La fontaine, elle, en tout cas, aujourd'hui, la colonne, pardon, la fontaine a été ajoutée après coup. Sous Napoléon, il n'y avait que la colonne et la fontaine, pour précision avec les sphinx qui crachent de l'eau. Elle n'a été ajoutée que sous le Second Empire. Voilà, alors, du coup, tant qu'on est là, on va se balader. Donc là, vous avez les deux théâtres de Paris. Alors là, il y a le théâtre, alors je les confonds toujours, il y a le théâtre de la ville et le théâtre du Châtelet. Mais les deux ont été construits en même temps. Donc là, c'est le théâtre de la ville et ça, c'est le théâtre du Châtelet qui était en rénovation. C'est fini maintenant. Donc, ils sont deux théâtres municipaux. Oui, normalement. Je crois qu'ils sont municipaux, il y a peut-être des théâtres nationaux. Pendant qu'on s'éloigne de la place du Châtelet pour emprunter le boulevard de Sébastopol, qui est en travaux, comme souvent à Paris ces dernières années, malheureusement, et on va se rendre à l'angle Sébastopol-Rivoli. Et alors c'est intéressant parce que pour vous, à la rigueur, c'est des noms de villes, mais c'est deux victoires napoléoniennes. La première, victoire de Napoléon Ier, rue de Rivoli dont on a parlé hier. La seconde, de Napoléon III, victoire à la bataille de Sébastopol, les anglo-franco-turcs contre les Russes lors de cette guerre qui avait eu lieu en Crimée à la fin du XIXe siècle. Et à l'angle, vous avez un bâtiment qui est assez original, qui est ici, qui est la tour Saint-Jacques. Alors, c'est vrai que ça interpelle de voir une tour comme ça en plein milieu de la ville. Alors, c'est pas parce qu'il y a Saruman ou Sauron dedans, non, loin de là. La tour Saint-Jacques, en fait, c'est un vestige. C'est le vestige d'une église qui s'appelait Saint-Jacques des Bouchers ou Saint-Jacques de la Boucherie, j'ai un doute, je ne sais plus. Et en fait, c'était le clocher-tour, c'était le beffroi de l'église qui a été construit entre 1509 et 1523, au XVIe siècle. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Si je vous dis XVIe siècle, vous voyez qu'on est quand même dans le gothique. On n'est pas du tout dans le style Renaissance. Il y a quand même des influences italiennes qui commencent à arriver. On n'est pas... donc ça montre quand même un certain conservatisme parisien en termes d'architecture de cette église à l'époque. Et donc l'église, si c'était Saint-Jacques des Bouchers, c'est parce que, ou de la Boucherie, c'est parce qu'elle était liée à la corporation des bouchers, évidemment. Et chaque corporation de métier avait une église attitrée dans Paris, et chaque corporation faisait des dons à cette église qui permettait d'entretenir, de construire, d'agrandir, de magnifier et de décorer l'église au fur et à mesure que les siècles passaient. En tout cas, c'est du gothique flamboyant, cette église. Et malheureusement, vous savez que pendant la Révolution, beaucoup de bâtiments vont être détruits, comme je vous l'ai rappelé. Et ça va être le cas de cette église, qui va être vendue comme bien national en 1797. Et l'église va être démontée pour qu'on fasse commerce des pierres. Et il va rester que le clocher de la tour qui va être préservé par un entrepreneur qui s'appelle Dubois et qui va y installer, et là tenez-vous bien, une fonderie de plomb de chasse. Alors est-ce que vous savez pourquoi Dubois en a fait une fonderie de Saint-Jacques de la Boucherie? Merci. Est-ce que vous savez pourquoi on en a fait une fonderie de plomb de chasse de cette église? Enfin de cette tour clocher. Alors, il y a une raison physique. Non, ils n'ont pas fondu la cloche. En fait, vous vous mettiez au sommet du clocher,
vous larguiez des gouttes de plomb, et le temps que ça tombe de tout en haut, le plomb s'était solidifié, ça devenait des plombs de chasse, en fait. C'est la hauteur qui avait été privilégiée, plus que... Voilà, exactement, next. C'est la hauteur qui permettait de faire une fonderie de plomb de chasse comme ça. Juste une parenthèse d'ailleurs, pour vous dire que c'est... alors, je vais vous montrer. Sur cette... en fait, là, pile devant le clocher, déboule la rue Nicolas Flamel. Donc, si vous aimez l'alchimie ou Harry Potter, vous connaissez sûrement Nicolas Flamel. Il était enterré là-dedans. Donc, comme l'ossuaire a été transféré dans les catacombes de lui et de sa femme, donc on ne sait plus où il est exactement. La pierre tombale avait été rachetée. C'était une marchande qui en avait fait un étal à Épinard. Et finalement, elle a été rachetée et elle est au musée de Cluny aujourd'hui. En tout cas, en 1836, la ville de Paris a fait l'acquisition de ce clocher auprès de la famille Dubois, et dans le cadre de la transformation du Second Empire, les environnements, tout ce qui environne la tour Saint-Jacques va être rasé pour permettre continuer le percement de la rue de Rivoli, de l'avenue de Victoria, du boulevard de Sébastopol, l'élargissement de la rue Saint-Martin, et pour donner un profil régulier à la rue de Rivoli, on va écréter une partie du bâtiment qui restait, et pour garder et mettre tout ça au cœur d'un des premiers squares de Paris. Et tous ces travaux font que d'ailleurs, attendez, peut-être hop, si je vais tout droit, voilà. On va raser le sol en partie, ce qui explique pourquoi vous avez cette plateforme d'élévation avec des escaliers. C'est parce que le sol était plus haut à l'origine, là-dessus. Victoria comme la reine d'Angleterre. Oui, alors l'avenue Victoria, c'est l'avenue qui part... Attendez, on va essayer de... C'est l'avenue qui part de l'hôtel de ville. Attendez, est-ce que c'est gagné? Ouais, c'est celle-ci. En fait, elle débarque de la façade de l'hôtel de ville. C'est où? Oui, c'est ça. Attendez, je vais essayer de me mettre dans l'axe. Voilà. Donc, façade principale de l'hôtel de ville qui débaroule alors pas sur un camion, mais qui débat. T'as trouvé que là pour circuler, toi. Bon, qui va... C'est insupportable. Voilà, qui débarque vers le Châtelet. C'est accessoirement là où se trouve le dernier bar à la fin du monde, si vous êtes un geek parisien. Et l'avenue Victoria, pourquoi? Parce que oui, c'est la grande période de l'amitié franco-anglaise. Il y a d'excellents rapports entre Napoléon III et l'avenue Victoria. Et donc, en hommage à l'impératrice britannique, l'avenue porte le nom de Victoria. Et du coup, c'est parfait. On va pouvoir passer à la dernière étape de cette visite. Alors, c'est l'hôtel de ville de Paris, que vous connaissez bien parce que, comme vous le savez, tous les journalistes vivent à Paris, que Chirac en a été maire pendant un moment, et qu'on vous le montre, régulièrement à la télé. Et qu'il y a souvent des événements sympas qui sont organisés devant. Voilà, vous le voyez mieux. Donc on dirait presque le château de Chambord, hein. C'est un bâtiment néo-renaissance, mais qui originellement est un bâtiment renaissance, l'hôtel de ville. En fait, ça tient... D'ailleurs, il y a un terme qui est très associé à la France et qui est très présent dans notre vocabulaire en France, qui est grève, qui vient de la place de Grève, qui était ici, parce que c'est là qu'on débrayait à l'origine, et le mot est passé, du coup, faire grève a pris le nom de la place qui était là, devant l'hôtel de ville. Il faut vous dire qu'à l'époque, donc c'était... À l'époque, il y avait tout un commerce naval, nautique, hein, c'est les nautes, c'est les marchands de l'eau de Paris qui sont l'embryon de la municipalité parisienne. Et il faut vous dire qu'évidemment, il n'y avait pas les voies sur berge ou quoi que ce soit ici à l'époque. Il y avait des berges qui montaient vers le sol, c'était de la terre. Et c'est là que se trouvaient les germes de la municipalité, puisque les marchands de l'eau avaient obtenu une juridiction pour s'installer en 1250 près du Grand Châtelet que j'ai monté tout ailleurs, avant, finalement, au fil des déménagements, de finir en 1537 sur la maison aux piliers qui occupait l'ancien emplacement de l'hôtel de ville. Et c'est là, depuis lors, qu'en fait, que les centres des institutions municipales de Paris se trouvent. Le problème, c'est que la maison des piliers, qui a été acquise au milieu du XIVe siècle, commence à tomber aux ruines au XVIe siècle. Et donc les officiers municipaux vont demander au roi de France, François Ier, de pouvoir la remplacer par un véritable palais de style Renaissance. Ça a lieu en 1529. Et du coup, on va faire appel à un architecte italien, évidemment, pour dessiner tout ça.
Et ça va débuter, les travaux vont débuter 4 ans après, en 1533, et excusez-moi, et tout ça, avec la pose de la première pierre, et tout ça s'achèvera quelques temps après, puisque les travaux vont durer de 1533 à 1628. Paris, en tout cas, l'hôtel de ville est un bâtiment important pour Paris et pour les Parisiens, puisque c'est souvent le point de ralliement d'émeutes et d'insurgés à l'époque révolutionnaire. Vous savez que Paris est une ville qui est jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle extrêmement remuante et qui se révolte extrêmement facilement. C'est pas pour rien qu'on a de larges avenues à Paris, hein, c'est pour que les canons circulent plus facilement pour tirer sur la foule. Donc Paris est une ville très remuante, et l'hôtel de ville de Paris est l'un des points de ralliement des insurgés, des révolutionnaires, que ce soit Étienne Marcel, que ce soit la Fronde, que ce soit la Révolution, les journées révolutionnaires de 1830, de 1848 ou de la Commune de Paris, qui va finir par incendier le bâtiment. C'est également là que De Gaulle ira pour la libération de Paris. Vous vous souvenez de son célèbre discours « Paris outragé, Paris martyrisé, mais Paris libéré ». Donc c'est un lieu chargé d'histoire. C'est un lieu de pouvoir où va siéger également le conseil municipal de Paris, hein, dont on trouve le bureau du maire, qui était occupé par le préfet jusque dans les années 70. Maintenant, on a le maire à Paris. C'est le plus grand bâtiment municipal d'Europe, et c'est l'hôtel de ville de Paris, et également l'endroit où on reçoit les hôtes de marque étrangers. Quand vous avez une visite d'État, vous avez toujours une visite prévue à l'hôtel de ville de Paris. Le maire de la capitale reçoit l'hôte de marque, alors le souverain, le chef d'État, le président, le premier ministre, que sais-je. D'ailleurs, c'est un lieu très important, et vous en avez encore, alors je sais, voilà, pas ça du tout, vous en avez, peut-être qu'on va pouvoir le voir, vous avez des plaques alors peut-être qu'on va voir les plaques, est-ce qu'on pourra les lire, je ne sais pas. Oui, alors elles ne sont pas lisibles, mais voilà, vous avez des plaques ici qui commémorent les grands événements parisiens. Paris a d'ailleurs a reçu la Légion d'honneur parce qu'elle a été une des villes résistantes, et Paris, en tout cas, et son hôtel de ville est un bâtiment qui est très reconnaissable, mais qui a un peu changé de physionomie. Parce que là, vous le voyez dans son style néo-renaissance, effectivement, il a brûlé alors qu'il venait d'être en plus agrandi. Il y avait eu beaucoup de travaux qui avaient été faits à l'époque à l'hôtel de ville de Paris. Il brûle, il faut le reconstruire. On choisit un style néo-renaissance qui est très ressemblant avec l'ancien, et on fait ce magnifique bâtiment qui a de très jolis intérieurs et qui aujourd'hui se trouve sur la place de l'hôtel de ville. Alors écoutez, j'ai fini la visite qui était prévue. Ce que je vous propose, c'est soit on prend des questions, soit j'avais mis de côté un site de vieilles cartes postales pour qu'on s'amuse à faire du avant-après. Alors je sais pas ce que vous préférez, dites-moi. Eh bien écoutez, on va faire du avant-après. Tenez, tiens, on y est passé tout à l'heure, la rue de Constantine, je vous en parlais. Attendez, on va peut-être prendre... alors, ce site s'appelle verg.com, vraiment, je vous le recommande. Là, enfin, si vous êtes amoureux de Paris, c'est largement bien. Donc là, on est dans la rue de Constantine, qui n'existe plus actuellement. Enfin, la rue de Constantine existe, mais elle est à un autre endroit. Et vous le voyez, on débouche sur la place de l'hôtel de ville, et ce qui n'est plus le cas actuellement, puisque la rue de Constantine, aujourd'hui, elle ressemble à... Surprise, enfin, si vous avez bonne mémoire, vous vous en rappelez. Alors, il n'y a pas les champs. Oui. Alors, bien joué, Sam. Voilà. Alors, on va reculer un peu. Non. Il y a un moment où elle fait pas des travaux dans la ville, la mer. Bon. Écoutez, si ça... Bon. C'est insupportable. Alors, on va la refaire, mais en moins crispé. Voilà. Normalement, là, ça devrait être bon.
pile dans l'axe. Voilà. Mais d'où? 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 C'est insupportable. C'est insupportable. Non, bah, et visiblement, il nous téléporte, il y a une singularité temporelle. Alors bon, on va se mettre là. Voilà. C'est un sketch. C'est un putain de sketch. Bon, on va dire que c'est bon. Vous l'avez vu. À gauche, la préfecture, le tribunal de commerce à droite. Vous avez l'hôtel-dieu derrière. Et la préf ici. Et à l'époque, ben non. Vous aviez des habitations, des commerces. Vous aviez le palais de justice dans le fond, toujours avec la grille. Et des rues pavées. Donc vous voyez que ça a beaucoup changé là-dessus. Prenons-en une autre, tiens, rue de Constantine. Alors, non, c'est celle que je viens de passer. Donc ça doit être de l'autre côté. Hein. Vous voyez que là, il n'y a pas l'hôtel-dieu, il y a des bâtiments encore, il n'y a pas la préf ici. Donc ça a quand même sacrément changé. Vous noterez la qualité des photos d'ailleurs. C'est pour ça que le site est très intéressant là-dessus. Et on est vraiment dans le vieux Paris 1900, belle époque. Même si c'est plutôt du 1865, mais l'ambiance est là. La place Dauphine. La place Dauphine, c'est intéressant, on en parlait hier. Hop. Alors, la place Dauphine, c'est cette place royale qui a été un peu massacrée, puisqu'elle n'a plus de place royale que le nom, vu que tout ce qui fait les caractéristiques d'une place royale, que sont l'unité architecturale et le fait qu'elle soit fermée, n'existe plus. La place Dauphine, pardon, aujourd'hui, elle n'a pas tout à fait la même tronche, puisque, hop, elle est... non, on va inverser, hop, elle est ici, et alors... essayer de se mettre là. Et on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de téléportation ou pas de... Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même un poil plus fleuri et guilleret quand même. Et si vous regardez ce qu'il y avait à l'époque, voilà, c'était des vieilles maisons avec les indications qui étaient peintes sur les façades. Vous avez la statue d'Henri IV dans le fond. La statue d'Henri IV du Vert galant qui y est toujours, et c'est intéressant parce que du coup, elle fait face aux deux corps de logis qui sont à l'extrémité de la place et qui sont je crois, les deux derniers vestiges de ce qu'on pouvait... Non, non, je veux pas aller en l'air. Elle est pas au point la techno. Hein. Alors, écoutez, on va essayer de se mettre là. On va prier. Se mettre... Bah oui, la ligne bleue, mais elle est indécalée. Voilà, donc la place Dauphine ressemblait à ça, de base, à l'époque de Louis XIII. Et là, vous avez la statue d'Henri IV au milieu du Pont-Neuf. Ouais, alors je sais que c'était les points et les lignes, mais des fois, ouais, c'est pas le bon angle. Voilà, donc vous avez ça. Vous voyez que ça avait quand même une autre gueule que ce qu'on a aujourd'hui. Où est-ce qu'on pourrait aller dans l'île de la Cité, vu que c'est essentiellement ce qu'on a exploré aujourd'hui? Il y a quelques... Ah, l'Hôtel-Dieu. On va voir l'ancien Hôtel-Dieu. Le bâtiment était là, sur la Seine. Vous voyez Notre-Dame derrière. Hein. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, puisque c'était là où on a commencé, d'ailleurs. Cette exploration... Hop. Attendez, on va se mettre là. Comme ça, vous verrez de la rive d'en face, mais... Donc là, hop, avant et après. Donc vous voyez que... Ouais, c'est pas le bon angle, mais... donc on devine déjà certains des... Qu'est-ce que c'est que ce... non, je vois pas ce que c'est, ce toit-là. Peu importe. Mais donc l'ancien Hôtel-Dieu ressemblait à ça. Vous avez une autre photo, voilà. Qui est là, donc ce bâtiment a été détruit aussi, mais je sais plus ce que c'était. Oui, c'était une annexe de l'Hôtel-Dieu qui était en face, c'est ça. Et vous avez Notre-Dame, évidemment, qui est juste derrière. Est-ce qu'il y a d'autres photos? Et donc, ça ressemblait à ça. Vous aviez l'Hôtel-Dieu, Notre-Dame, l'assistance publique. Aujourd'hui, vous avez rien ici. Vous avez Notre-Dame, vous avez l'Hôtel-Dieu ici, et vous avez la préfecture de police là, à cet endroit. Là, on est au coin de Notre-Dame. Vous voyez là, côté parvis, ce à quoi pouvait ressembler l'entrée de l'Hôtel-Dieu. Style classique là-dessus. Style classique là-dessus.
classique français, hein, mais tout ça n'existe plus, tout ça a été détruit malheureusement, pas démonté, et tout ça a bien changé. Autre vue du bâtiment qui était de l'autre en face, qui était à la place de l'actuel Hôtel-Dieu, dont vous voyez les toits émerger de la photo d'avant, vous voyez que ça ressemblait à ça, et tout ceci a été détruit. Vous noterez la qualité des transports de l'époque. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir aussi la Belgique? Ah, le palais de justice. Donc vous voyez, le palais de justice est encore relativement clean, la pierre est encore blanche, là c'est tout noir ici. La conciergerie a été rénovée, le cadran solaire qui était là, qui mérite le coup d'œil d'ailleurs. Je vais peut-être vous mettre le horloge, le palais de justice. Voilà, vous avez ce magnifique, cette horloge cadran solaire qui a été rénovée il y a quelques années, qui malheureusement est un peu c'est très encaissé dans cette partie du boulevard du Palais, mais elle vaut quand même le coup pour être vue. En tout cas, et elle se situe ici, vous la voyez là, et là finalement ça peut changer. Vous noterez qu'on voit encore ce qui sert de soubassement au pont, la Seine était plus basse à ce moment-là. Le site de carte postale, c'est Vergue. Oui, je vais peut-être vous mettre le nom du site. Hop. Voilà, bon, ça c'est la même, sensiblement. Ah, attendez, non, je vous ai dit une bêtise, parce que vous n'aviez pas encore la cour de cassation. Là, il y avait encore une partie des anciens bâtiments, avant qu'on ait le nouveau bâtiment de la cour de casse qui n'ait été construit. Et la photo date de 1854, c'est vous dire. Enfin, je dis photo, mais c'est sûrement un daguerreotype. Qu'est-ce qu'on pourrait montrer? Ah, le pont Saint-Michel. Le pont Saint-Michel... Donc là, on est vraiment dans... Alors, c'est du... où la circulation est interdite, en plus. Donc là, vous voyez... donc on est, pardon, excusez-moi, en 1857. Les travaux de rénovation de Notre-Dame n'ont pas commencé. Vous n'avez pas la flèche, ici, par exemple. Vous avez l'ancien pont Saint-Michel qui est là. Et aujourd'hui, le pont Saint-Michel, c'est celui-ci. Donc... Est-ce que... Non, évidemment, je suis en photosphère. Donc, attendez, on va essayer de le faire bien comme il faut, cette fois. Donc, je me mets sur les quais à peu près là. Alors, oui, on est là où il faut, mais trop bas. Bonjour, madame. On est beaucoup trop bas. Bon, est-ce que là, ça irait mieux à tout hasard? Bon, tout va bien. Bon, mais on va se mettre sur la ligne, on va oublier les photosphères. Voilà, normalement, là, on est bon. Vous voyez que ça, finalement, on va avancer un peu. Et c'est quand même, il y avait encore les vieux bâtiments ici, il n'y avait pas de truc trop haussmannien. En face, c'est le plus marquant. Vous avez des immeubles d'habitation et non pas la préfecture, et non... Attendez, on est où ouais, non pas la préfecture ici. Donc, ouais, je me suis mis trop près, mais vous avez l'idée à peu près. Donc, vous voyez que ça a beaucoup changé. Oui, on est dans Minecraft. Minecraft, visiblement. Qu'est-ce que c'est, ça? Ouais, plaque et médaille trouvées dans les fondations de l'ancien pont Saint-Michel. C'est intéressant, ça. Bon... 1617. Enfin, ce site est une mine d'or. Je ne saurais que trop vous le recommander si vous aimez Paris. Notre-Dame, bah évidemment, on va finir avec Notre-Dame, écoutez. Notre-Dame, avant sa rénovation, vous voyez que vous n'avez pas la flèche qui a été reconstruite par Viollet-le-Duc. Vous, là, il y a encore tous les travaux qui ont lieu. 1859, c'est le début des travaux. Vous avez la Vierge à l'Enfant, une des plus célèbres statues de Notre-Dame, elle est, je ne sais plus où elle est exposée là en ce moment temporairement. Vous avez, après, vous avez des photos post-travaux. Hein, on fait ça en un clic, mais les travaux ont duré 20 ans quasiment. Donc ce qui a été construit par Vieux, vous avez la vue sur Paris depuis l'époque de Viollet-le-Duc. Donc là, pas de gratte-ciel à l'époque, inutile de vous le dire. Et est-ce que... Bah écoutez, je crois qu'on va finir avec une vue générale sur l'île de la Cité.
puisque c'est là où on a été pour la majorité du temps. Donc là, vous voyez Notre-Dame, après sa rénovation. L'Hôtel-Dieu, l'ancien Hôtel-Dieu est toujours là. Il n'est pas encore ici. Vous voyez le dôme du Panthéon ici, l'ancienne basilique Sainte-Geneviève. Vous voyez Saint-Étienne-du-Mont qui est là. Là, vous avez, c'est le pont, j'ai oublié le nom du pont, c'est pas grave. Et on est, du coup, là, on est sur, c'est pris depuis la Tour Saint-Jacques, c'est ça, qu'on a vu tout à l'heure. Écoutez, ça fait 1h45 qu'on est ensemble, donc je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. Donc si vous en avez, profitez-en. Si vous voulez voir un dernier endroit avant que je ne file, dites-le moi, et sinon je vous laisserai ici. Les catacombes, pourquoi pas, pour une prochaine fois. Mais je connais très mal les catacombes et je pense que ça va être galère de se déplacer sur les catacombes. C'est quoi mon endroit préféré de Paris? Est-ce que mon monument préféré ou mon quartier préféré? Nakaou. À l'origine de sa construction, est-ce qu'il y avait une flèche sur Notre-Dame? Oui, il y avait une flèche beaucoup plus petite, mais c'est pour ça que Viollet-le-Duc en a fait une, parce que Viollet-le-Duc était vraiment imprégné de l'esthétique et de la culture médiévale, et il l'a recréé en faisant les codes, hein, mais la flèche était plus petite, elle a dû être détruite parce qu'elle devenait trop dangereuse pour l'édifice, mais il y avait bien une flèche sur Notre-Dame, mais qui n'avait pas du tout cette tête. Alors, les deux. Mon monument préféré, ça reste Notre-Dame, et j'aime beaucoup le Louvre également. Mon quartier préféré, j'aime bien tout ce qu'il y a autour de Opéra, Haussmann, les grands magasins, Saint-Lazare. J'ai une affection particulière pour ce quartier, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas j'aime beaucoup. Peut-être parce que ça fait très haussmannien, sûrement. Écoutez, je pense qu'on est bon. En tout cas, heureux que ce stream géographie, histoire, patrimoine, architecture vous ait plu. On reprendra du jeu vidéo à partir de demain. Est-ce que je conseille Assassin's Creed Unity, celui à Paris, pour faire la visite? Alors, je ne l'ai pas fait. Alors, je l'ai, mais je ne l'ai toujours pas fait. Mais je crois que Ubisoft a vraiment fait du gros travail en termes de reconstitution historique, même s'il y a quelques libertés qui ont été prises pour le récit, genre il n'y a jamais de guillotine devant Notre-Dame. Mais sinon, le cadre est très bien reconstitué, en tout cas. Ironie du sort, c'est la chute de la flèche qui a percé la voûte et l'incendie, mais il faut avouer que c'est une sacrée construction pour avoir tenu autant avec un incendie. Oui, si par exemple le nouveau palais de justice brûlait, je ne sais pas s'il tiendra aussi longtemps, par exemple. Fermons la parenthèse. En tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine, donc dès demain pour même heure, même endroit, je pense, pour ou du World of Warcraft ou un autre jeu, à voir, peut-être du Darkest Dungeon ou du City Skyline. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une excellente soirée. Restez prudents et je vous dis à très bientôt. Bye.